Le Note Expo 2021 donc commence. On va essayer de voir ensemble pendant cette petite heure la place du consommateur et la vision du consommateur, du distributeur et du fabricant sur la thématique de l'innovation. C'est une thématique qui est importante. Chez Biopanel, nous avons voulu réaliser une étude qui soit transversale sur les trois acteurs pour que puissions avoir une vision de ce que c'est que l'innovation et comment le consommateur, le distributeur et le fabricant peuvent se comprendre et donc avoir une action qui soit beaucoup plus positive et qui soit active pour l'avenir. Donc, une filière à forte croissance, 4% de consommateurs se rendant en magasins spécialisés en 2020 par rapport à 2019. Le confinement a aidé en termes de proximité, mais aussi en termes de qualité de produit. Et nous avons eu des nouveaux consommateurs qui sont rentrés. 57% des Français consomment au moins un produit bio par mois en 2020. Et 9 Français sur 10 estiment que les entreprises doivent innover plus rapidement en 2020. Donc c'est une étude qui a été réalisée en partenariat avec Junia. Junia, c'est des écoles d'ingénieurs à Lille, du groupe Lakato, qui nous a permis d'aller plus loin dans les réflexions ensemble. Donc quatre enquêtes qualitatives qui ont été réalisées, collecte et infusion par une plateforme internet pour avoir une hégémonie, 7500 consommateurs qui ont été interrogés, et qualité et l'analyse sur 4 rapports d'études. Là, vous avez le transversal sur les 4. Alors, les produits locaux et vrac, succès partagé par les distributeurs et consommateurs, c'est pas une nouveauté pour vous, mais c'est quelque chose qui est important parce que c'est quelque chose qui est fait par les distributeurs et par les consommateurs, mais qui ne va pas réunir les transformateurs dans un premier temps. On voit que les transformateurs sont plutôt sur le produit et on voit que les distributeurs et les consommateurs sont plutôt sur une vision de concept avec des produits locaux, des produits sans ou des produits vrac. Donc le transformateur est encore sur sa politique produit à lui, il n'est pas encore sur la politique de concept, et ça va apporter une problématique d'apporter des nouveaux produits, des produits locaux dans les magasins pour répondre à la demande du consommateur. Les produits solide et réutilisable, on voit bien que ça n'est pas un effet de mode, c'est un effet de fond. Il y a une volonté de moins consommer, mais de mieux consommer, et de partir donc sur des produits plus vertueux. Donc des produits plus vertueux qui peuvent être des produits donc sans eau, donc avec des capacités de transport, un impact logistique qui est beaucoup moins important, et avec toute une qualité de produit, puisque le consommateur, ça n'est pas parce que c'est une innovation sur le produit solide qu'il s'attend à avoir une baisse de la qualité des ingrédients qui sont dedans. Donc on a vraiment l'impact de la logistique. On ne va pas se retrouver comme d'autres marchés où on pense que le produit solide va être moins cher parce qu'on en met plus par palette. On n'est pas du tout dans cette conception-là. On est vraiment, je veux transporter un peu moins d'eau et donc je vais avoir une consommation de produits solides, de produits réutilisables. Et je vais avoir ici toute une proposition de la part du distributeur. Et le transformateur est quelque chose qu'il a enclenché. Et donc, il est dans la réponse au consommateur. Et on voit bien que là, sur ces produits-là, l'ensemble de la chaîne des 3 acteurs se comprend. Et comme elle se comprend, eh bien, elle répond bien à la demande. Et on voit que le marché avance et le marché a les succès qu'il lui faut. Vous verrez sur le Note Expo, pour le peu que j'ai pu visiter pour l'instant, on voit déjà tous ces produits-là qui se développent bien et qui répondent à une attente consommateur. Là, c'est pas une nouveauté pour vous. Le digital se transforme et devient important. Pourquoi ? Ben pour une simple raison, c'est qu'avec ces crises de confinement, il nous a fallu avoir un contact avec le magasin un petit peu différenciant. Et donc, le service digitaux était demandé. Il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que 60% des consommateurs qui rentrent dans un magasin spécialisé
en 2020, mais aussi en 2021, sont ce qu'on appelle, nous, des en migration, c'est-à-dire ce sont des consommateurs qui sont multi-réseaux, qui vont sur les réseaux GMS, qui vont sur les réseaux pharmacies, qui vont sur les réseaux magasins spécialisés. Donc ce sont des consommateurs qui sont habitués au digital. Ce sont des consommateurs qui ont l'habitude de leurs petites applis, leurs petites applications et de trouver des informations. On verra plus tard que le digital est autant un moyen d'information qu'un moyen d'action. Mais on voit bien que sur des produits un petit peu plus techniques que de l'alimentaire, on prépare à 60% sa visite au magasin via le digital. On va chercher l'information sur le digital et on va acheter en magasin pour compléter, pour avoir cette approche du conseil que l'on trouvera. Donc on va rechercher, le distributeur va accentuer. On l'espère que ça va continuer sur le conseil et services en magasin. Et le consommateur va venir chercher des produits type click and collect, le drive et les circuits courts. Donc on voit bien que le digital n'est pas un ennemi du magasin, et bien un complément du magasin. Et on voit bien que le digital va venir aider le magasin à terminer la vente. Donc on prépare la vente, donc les fabricants, les distributeurs. Vos sites internet ne doivent pas être que des sites de publicité, doivent être des sites d'information, parce qu'on vient chercher de l'information avant d'aller en magasin, acheter et terminer son acte d'achat. Quelle est la définition du mot innovation? On voit bien que une nouveauté, c'est en gris, est bien signifiée par l'ensemble des consommateurs, distributeurs, transformateurs. Le distributeur est un peu mitigé pour une simple raison, c'est que une véritable innovation est quelque chose de compliqué, puisqu'il faut l'aider, il faut l'accompagner dans sa distribution et dans son information auprès du consommateur. Donc c'est une problématique de formation des équipes en magasin et de mise en visibilité des produits. Donc on voit bien que le distributeur, lui, c'est entre une amélioration de l'existant et un produit nouveau, il est un peu partagé. Par contre, les transformateurs et les consommateurs disent bien qu'une innovation est bien un nouveau produit. Donc quand vous arrivez avec une innovation, si vous dites que vous allez transformer juste le packaging ou juste une idée, un ingrédient de la recette, pour le consommateur, vous n'êtes pas considéré comme une innovation. Une innovation, c'est vraiment quelque chose de nouveau qu'il ne connaît pas et dont il a besoin d'être accompagné pour comprendre cette innovation. C'est très important d'avoir cette logique de dire j'ai une innovation, mais il faut que je l'accompagne en magasin. Il faut que le consommateur il comprenne ce que j'ai essayé de lui montrer. Donc, des réactions de méfiance chez certains consommateurs. Pourquoi? Parce qu'il a connu dans des animations en magasin, sur d'autres réseaux, où on lui vendait, comme sur les marchés, quand vous allez faire des marchés où il y a des gens qui vous vendent des presse-agrumes merveilleux, et quand vous arrivez chez vous, vous ne savez pas les utiliser. Et ben voilà, le consommateur il freine un peu sur ces choses-là. Mais si on l'accompagne avec une connaissance, c'est-à-dire en magasin, avec du personnel formé aux produits et à l'approche du consommateur, on voit que le consommateur va suivre complètement l'innovation qu'on va lui proposer. L'innovation, un devoir pour tous, c'est très important. On voulait savoir qui était responsable de l'innovation chez chacun. Donc on a posé la même question aux trois réseaux et on voit bien que si on regarde bien les poids des réponses, on va être sensiblement égal. Donc on voit bien que en ayant intégré en plus l'agriculture, on voit bien que l'innovation n'est pas uniquement un devoir de transformateur ou de distributeur, mais, et ça on le verra plus tard, le consommateur veut de plus en plus participer à cette innovation. C'est-à-dire que la co-création, il demande et il est de plus en plus preneur sur une intervention lors de la création, de la création de l'innovation. Donc, la co-création sera, sur les différents acteurs que l'on a là, sera la clé de succès. C'est-à-dire que vos consommateurs auront déjà validé votre innovation et le distributeur sera déjà beaucoup plus enclin à vous le rentrer parce que vous avez déjà un retour consommateur et vous avez déjà des consommateurs qui ont discuté entre eux et qui ont participé à cette évolution. Donc ça, c'est très important.
C'est vraiment un mouvement de fond sur la co-création. On voit de plus en plus des associations se créer de consommateurs pour participer à la réflexion sur les magasins ou sur la réflexion sur les produits, sur les labels, sur différentes choses. On voit que même sur le produit, le consommateur veut participer à son élaboration. Le succès des produits bio français et ultra-locaux, et là on va revenir sur deux logiques. La première qui est la logique du local versus le bio. On s'aperçoit que le consommateur a une certaine confusion entre local et bio, puisque le local n'est pas forcément bio et le bio n'est pas forcément local. Mais par contre, il nous dit, en 2025, et si on regarde bien, le rouge c'est en distributeur, le jaune c'est en consommateur et le vert c'est en transformateur, on voit bien que la demande et la logique de l'origine bio française des ingrédients et donc de la fabrication sera en ultra local et en bio française sur les trois acteurs. Donc on voit bien une demande du consommateur de participer à une économie locale. Ça n'est pas uniquement pour des histoires de transport, de visibilité, c'est que le consommateur, ce que nous appelons le en migration, c'est-à-dire une tranche qui est du 31 jusqu'à du 45 ans, qui sont multi-réseaux, qui sont très pragmatiques, veulent participer à une économie locale. Et ils ne veulent plus de bio qui viennent de l'autre côté de la terre, parce que pour eux, c'est pas participer à l'économie locale. Donc, c'est un peu plus compliqué pour les importateurs de produits étrangers, parce que là, on va avoir une difficulté de se positionner. Mais le consommateur, et donc on voit bien que le distributeur et le transformateur ont répondu à leurs attentes. On voit bien le succès des produits locaux bio. Donc, si vous avez des ingrédients qui sont un peu plus éparses sur cette belle planète sur laquelle nous vivons, dites-vous que si vous avez une communication sur des produits locaux, sur des ingrédients locaux, vous aurez beaucoup plus de succès et le consommateur vous suivra beaucoup plus précisément. C'est vraiment un argument et ça n'est pas du marketing, c'est vraiment une attente de fond de la part du consommateur sur 2025. 2025, c'est demain. Toutes vos innovations que vous allez commencer à travailler aujourd'hui, que vous avez trouvées, ce sont des innovations qui sortiront en 2023-2024. Donc, vous êtes dans cette obligation de proposer des produits locaux ou ultra-locaux en termes de production, mais aussi en termes d'ingrédients. La perspective à 20 ans, donc là, on a fait le présent, on a fait à 5 ans, et on va essayer de se projeter à 20 ans pour essayer de donner une vision de ce qui se passe et de comment les trois intervenants se sont positionnés et comment ont répondu à nos questions pour essayer d'avancer sur la vision à 20 ans. Le pouvoir d'innover en 2040, ça sera, on voit bien, on continue sur une logique de local ici et de producteur sur le consommateur et le distributeur. Et on voit bien plutôt que le transformateur est toujours dans une logique industrielle qui est sur l'emballage principalement et sur la chaîne de fabrication. Il faut que le transformateur avance vite sur ces histoires d'emballage, avance vite sur ces histoires de chaîne, parce qu'on l'attend sur le local. Donc, dans vos services R&D, dans vos services de création de nouveaux produits, vous devez intégrer à la même hauteur qu'une innovation de ligne de production, d'une innovation d'emballage, vous devez intégrer le local. Pour le consommateur, l'innovation sur l'emballage, elle est acquise. C'est comme quand il rentre dans un magasin spécialisé. Pour lui, c'est acquis que le produit est bon et qu'il est sécurisé parce que l'enseigne a choisi. Donc c'est un acquis. Quand vous dites que vous êtes bio dans un magasin spé, ça ne sert pas à grand-chose parce que le consommateur, il le sait. Donc vous ne lui apportez aucune nouvelle information. Si vous lui apportez une information complémentaire au fait que quand il rentre dans un magasin spécialisé, il sait que le produit sera bon en termes de santé, en termes de goût et en termes de sécurisation par rapport à son utilisation. Que ce soit un produit cosmétique qui s'étale sur lui, que ce soit un produit alimentaire sur les ingrédients anti-OGM, que ce soit sur différents types de produits, il a une sécurisation puisqu'il sait que les enseignes de distribution
spécialisés bio ont un travail, pas uniquement sur le prix comme d'autres réseaux, mais aussi un choix d'intervenants et de produits. Et donc, on va les retrouver là-dessus. Et donc, quand vous parlez d'emballage, pour le consommateur actuellement, c'est acquis. Ça devrait déjà être fait. Donc, si vous parlez emballage en termes d'innovation, attention, ça va aller très très vite. C'est qu'on est déjà, dans 10-20 ans, il vous sera déjà sur une logique, l'emballage, c'est déjà terminé. Vous devez être sur une proposition beaucoup plus locale, beaucoup plus économie locale, pour pouvoir permettre la chose. On voit ici une indication sur le prix chez le consommateur. C'est juste que le consommateur, quand il rentre en magasin spécialisé, le prix arrive dans la 4e composante. D'accord ? Donc ce n'est pas important, il sait qu'il va payer plus cher parce qu'il sait que vos produits, que votre distribution, elle a été sélective et que tout a été fait pour que ça soit mieux. C'est beaucoup plus respectueux du bien-être animal, c'est beaucoup plus respectueux des personnes qui fabriquent. Mais il ne veut pas non plus que ça s'emballe et il rappelle juste que, comme tout bon consommateur, il doit terminer le mois et que donc, le prix, il faut faire attention. Donc il ne faut pas partir dans des sphères un petit peu plus élevées. On a fait une autre étude qui nous a montré que le consommateur, on a comparé une boîte d'œufs achetée dans une enseigne de grande distribution et une boîte d'œufs bio. Les deux sont bio. Une boîte de 6 distribuée dans un magasin d'une enseigne de la distribution spécialisée. Et on s'aperçoit que si on monte jusqu'à entre 17 et 22%, le consommateur reste en magasin spécialisé. Au-dessus, il décroche. Il repart en grande distribution en disant « là, il y a quelque chose qui ne va pas ». Le delta, je veux bien l'accepter, jusqu'à 17-22% sur certains produits cosmétiques. Mais au-dessus, là, ça ne va pas. Donc la problématique que vous avez, c'est de répondre avec des produits innovants vis-à-vis du consommateur, avec une ligne de tarifs. Alors ça, certains distributeurs vont pas vous dire que c'est bien, hein, c'est leur job aussi de contenir le pouvoir d'achat de nos consommateurs. Mais lui, il va accepter jusqu'à 17, entre 17 et 22 selon les produits, de différence de prix par rapport à la GMS, sachant que nous, on ne compare pas avec des produits premier prix de la grande distribution, on compare avec des produits conventionnels classiques. Et donc, si vous aviez le pouvoir d'innover pour la filière écologique, que feriez-vous dans 10 ou 20 ans ? On voit bien que la production, la distribution, consommation de produits ultra locaux. On voit bien que le transformateur et le distributeur vont arriver sur le zéro déchet et le consommateur sur une accessibilité prix parce qu'il a peur. La crise du Covid a aussi créé cette crainte d'une problématique de revenus, alors que environ 70% des Français sont salariés. Donc il y a moins de risques que quand vous avez 70% d'indépendants. Et on va avoir sur le podium en 3e position les labels plus exigeants. Et ça, c'est très important. Il a besoin de repères. Il faut savoir qu'un consommateur qui vient de la grande distribution, quand il arrive en magasin spécialisé, il connaît ni vos marques, ni le magasin, ni les labels. Donc il a besoin d'avoir des labels qui soient mieux disants que celui qu'il trouve en grande distribution. Donc la feuille européenne, c'est pour lui un basique, mais il le connaît, mais il a besoin de plus. Et le conso et le distributeur vont travailler sur une logistique simplifiée et sur du circuit court. Donc on revient toujours à cette idée de local. Donc c'est très important que vous voyez les 3 acteurs sont intervenant sur des concepts un petit peu différents, mais si on regarde bien, on est déjà, c'est à 10 ou 20 ans, on est déjà sur des frémisses, sur des signaux faibles que l'on a déjà actuellement. On voit que le zéro déchet est quelque chose qui commence à être important, c'est encore naissant, on avance. Sur le local, on voit bien qu'on commence à avoir des propositions, même si d'autres réseaux de distribution nous mettent la belle photo de Francis, le maraîcher du coin, en disant « ouais, je fais du local », alors qu'ils en font ça représente 3 ou 5% de leurs ventes, alors que chez nous, on va le travailler beaucoup mieux. Et le conso va travailler sur les labels, et ça, c'est des choses qui sont très importantes. On voit l'importance de la remise en cause et de la communication des labels qui existent sur le travail qu'ils font et sur l'information auprès du consommateur. Et ça, c'est très important.
suivez, choisissez le label qui vous convient le mieux et une fois que vous l'avez, communiquez dessus. C'est très important. En conclusion, que retenir de cette étude pour les acteurs présentés et pour l'innovation dans la filière biologique? Une vision partiellement connue de l'innovation, d'accord? On n'est pas d'accord sur toutes les lignes, mais on est d'accord entre les trois intervenants sur des grandes lignes qui sont des valeurs, qui sont l'économie locale, qui sont la qualité des produits et qui sont les labels, donc une bonne répartition des masses financières ou des répartitions d'approvisionnement entre les acteurs, le producteur, le transformateur et le distributeur. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes à bien comprendre. Chacun a un rôle à jouer dans l'innovation. N'hésitez plus, co-créer. C'est vraiment une étude de fond sur d'autres conférences. Je vous expliquerai un petit peu la volonté du consommateur sur la co-création. On a vraiment une demande du consommateur de participer. Si vous créez des produits via vos sites internet, n'hésitez pas à poser des questions à vos consommateurs. Ils ont envie de parler, ils ont envie de créer avec vous et ils ont envie qu'on avance plus vite en ayant une réponse vraiment à leur attente. Et en magasin, on voit bien, quand vous faites des animations, on voit bien en magasin les questions, c'est vous fabriquez où ? Qu'est-ce qu'il y a dans votre produit? On voit que le consommateur, grâce aux applis et aux différentes choses, on voit que le consommateur, il est de plus en plus aguerri. 60% des consommateurs qui rentrent dans un magasin spécialisé sont ce que nous on appelle des en-migration, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont très pragmatiques et qui vont vous dire l'offre que j'ai sur tel réseau, je vais l'acheter parce que ça correspond à l'attente. L'offre qui est dans tel réseau ne me convient pas, donc je vais revenir sur le réseau SP parce que là, je suis dans une sécurisation complète. On voit ça sur tous les produits qu'on a pu trouver durant le Covid, sur une sécurisation des produits type fruits et légumes, tout ce qui était frais, tout ce qui était traiteur, a bien fonctionné en magasin spécialisé. Pourquoi? Parce qu'il attendait une qualité, il attendait une innovation, il attendait différentes choses. Donc on voit bien que lui est arrivé en disant « je veux co-créer avec vous ». La difficulté, se projeter au-delà des enjeux du moment, on voit bien que le monde dans lequel nous vivons avance vite, avance trop vite, et que les trois acteurs ont du mal à s'accorder pour répondre vraiment à l'attente et à la tendance de fond du moment ou de l'avenir. Les distributeurs ont une problématique de générer des flux en magasin pour qu'on puisse avoir une visibilité de nos produits. Et les fabricants ont une problématique d'ingrédients, de sourcing et de filières qu'ils créent ou qu'ils prennent en compte dans leurs approvisionnements. Donc on voit bien que la difficulté de se projeter, on ne sait pas très bien comment ça sera fait demain, alors qu'il faut, et c'est très, très important et c'est même impératif, il faut que l'ensemble des acteurs du magasin spécialisé, donc de la bio, continue dans cette rôle de qualité, pas de fuite en avant vers le prix, mais vraiment de qualité de réponse aux consommateurs, parce qu'il y a vraiment une demande, qu'elle soit aujourd'hui ou qu'elle soit à 10 ans ou 20 ans. On l'a vu sur les différents slides que j'ai pu vous présenter, que le consommateur, lui, ne veut pas impérativement qu'on lui parle de prix, il veut qu'on le sécurise et qu'on lui donne du goût. Le magasin spécialisé a vraiment cette lettre de noblesse qu'il a eue depuis le début, depuis sa création. Parce que je vous rappelle quand même que le magasin spécialisé a été créé autour de l'herboristerie, où on venait pour avoir du conseil pour comment je dois changer, parce que j'ai les jambes lourdes, parce que je dors mal, parce que je digère pas bien. Et c'est comme ça, c'est sur le conseil et l'accompagnement. Et on voit bien que le magasin spé, le consommateur a cette attente encore. Donc si vous êtes fabricant, allez former les personnels en magasin. Si vous êtes distributeur, formez vos personnels en magasin parce que c'est comme ça que vous avez passé le relais à vos consommateurs, que les consommateurs vont avoir une fidélité avec vous et en plus de cette fidélité, achèteront vos produits parce qu'ils auront une satisfaction. Là, c'était le point de vue de la rédaction. Cette étude montre que les acteurs conscients des enjeux actuels et déterminés à innover. Donc on voit bien que les trois acteurs de la filière sont des acteurs dynamiques sur l'innovation. Une difficulté de se projeter à long terme parce que le quotidien nous prend tous.
On voit bien que les attentes communes dans l'innovation est encourageante. Il y a une volonté du consommateur, non pas de faire des produits MeToo, mais bien d'innover. Donc n'hésitez pas. Alors sur de l'alimentaire, on va dire plus classique, de fond de placard, ça va être plus compliqué, je veux bien l'accepter. Mais sur tous les produits qui sont alimentaires et non alimentaires, on a vraiment une possibilité, une demande, donc elle est encourageante. Les acteurs conscients des enjeux actuels souhaitent une innovation plus sociale, environnementale et solidaire. Il faut travailler sur ces piliers-là. Le consommateur veut acheter un produit qui lui ressemble, c'est-à-dire un produit qui est fabriqué par des gens, avec des animaux qui sont bien élevés, avec des ingrédients qui sont correctement cultivés et récoltés. Il veut de la qualité. Il ne s'attache pas au prix, je vous le rappelle, entre 17 et 22% le décrochage prix entre un produit conventionnel et un produit bio respectueux. Voilà, c'était cette étude transversale sur le consommateur, le distributeur et le transformateur. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour sur des questions, si vous avez des choses, et essayer de répondre à vos attentes. Et sinon, on peut se retrouver un petit peu après pour discuter si vous aviez des questions bien particulières. J'ai une question. Vous avez beaucoup parlé d'associer des consommateurs au processus d'innovation. Nous sommes dans une économie de marché, dans une économie de concurrence. Oui. Comment peut-on arriver à concilier la confidentialité nécessaire dans une entreprise avec un appel à une réflexion avec des consommateurs? Je voudrais voir comment vous envisagez la chose. En fait, on a tous une possibilité d'avoir un listing de nos propres consommateurs. Avec les RGPD, c'est plus compliqué parce qu'il faut bien le gérer. Mais on a tous, que ce soit fabricants ou qu'on soit distributeurs, les distributeurs, c'est pas difficile de collecter des adresses mail ou des noms à la sortie caisse. Il n'y a pas besoin d'avoir une carte de fidélité. On peut très bien faire les choses tout simplement. Et quand vous êtes producteur, transformateur, vos consommateurs, lors d'animation, vous pouvez collecter des noms. Et les gens, vous pouvez les contacter. Cette confidentialité, elle va être un peu plus compliquée puisque au lieu d'être dans un cercle restreint, on va être dans un cercle un peu plus ouvert. Mais le consommateur bio, on le voit nous dans nos enquêtes, il a envie de parler, il a envie de participer, mais il n'est pas là pour uniquement aller raconter la messe aux voisins. Ça, c'est très important. Je pense que vous pouvez avoir confiance dans ce consommateur-là. Nous, ça fait le Biopanel, on étudie le consommateur depuis 2011. Depuis 2015, vraiment lourdement, parce qu'il y a 7000 personnes qui participent à ce panel. Et on a vraiment un suivi, une volonté de parler, une volonté d'acter. Et donc, par rapport à tous vos listings que vous pouvez sur vos consommateurs, n'hésitez pas à faire des jeux concours pour collecter, pour avoir de l'information, pour savoir qui vous achète. Parce que c'est très important que vous compreniez qui est votre consommateur. Est-ce que c'est un adepte? Est-ce que c'est un en migration? Est-ce que c'est un en découverte, c'est-à-dire des gens qui ont moins d'1 an de découverte de la bio? Qui vous achète? Et c'est là où, une fois que vous avez compris qui vous achète, vous allez comprendre comment lui communiquer, comment le faire participer et à quoi vous devez le faire participer. Donc c'est très important d'avoir cette vision de qui vous consomme pour que vous puissiez, vous, avoir cette logique de dire, eh bien, par rapport à tout ça, je vais avoir cette communication avec mes consommateurs. J'ai envie de vous entendre, en fait, sur l'exportation-importation. C'est qu'une fois qu'on fait de la production interne locale, oui, lorsqu'il vient le temps d'exporter, c'est quoi les meilleures solutions pour la production locale? La problématique de l'importation et l'exportation, ça va être la reconnaissance par le consommateur qu'il ne peut pas trouver mieux sur place. Donc, dans votre exportation ou dans votre importation, il est très important que vous mettiez en avant le fait que ce produit-là ne peut pas se produire en local pour des questions X ou Y. Hein. C'est de l'élevage, c'est de la culture, c'est de la recette régionale, hein, parce qu'on peut avoir aussi des plats qui viennent d'autres pays parce que ce sont des choses qui sont... le spéculoos, c'est un produit belge, ça n'a jamais été un produit français, donc on ne va pas faire du spéculoos en France. Voilà, donc on va avoir, mais il faut vous différencier dans votre communication pour dire, voilà, pourquoi je l'ai fabriqué ou pourquoi je le cultive à l'étranger. C'est très important d'apporter cette vision de différenciation.
J'aurais voulu savoir, pour vous, quelle est la différence entre le Made in France, le local et le ultra local? Comment on arrive à différencier, on va dire, ces 3 critères-là? Alors, le consommateur, pour lui, le local, c'est du régional. L'ultra local, c'est autour de chez vous. D'accord? Et le bio français, bah, c'est sur le territoire français. Mais le consommateur, il accepte que ça soit produit dans sa région, pas forcément au coin de sa rue. Mais pour lui, ce qu'il appelle du local, c'est vraiment du régional. D'accord? Il faut que ça vienne des Hauts-de-France s'il est à Lille. Il faut que ça vienne d'Occitanie s'il habite Montpellier. C'est vraiment cette logique de régional. L'ultra local, c'est quand on va aller chercher. Moi, j'ai coutume de dire, c'est l'ultra local, c'est quand vous connaissez Jean-Pierre, qui a ses enfants dans la même école que les vôtres et qui est maraîcher au coin là-bas. Et ça, c'est l'ultra local parce qu'on va chez lui. On va au magasin du producteur pour l'acheter. Ça, c'est l'ultra local. Du local, c'est du régional qu'on va trouver en magasin, qu'on va trouver aussi sur des paniers de producteurs, sur différentes choses. Mais c'est vraiment cette partie où on va trouver en magasin spécialisé. Et ensuite, le produit Made in France, bah, c'est du produit qui va être produit. Si aussi vous avez des produits recettes de Provence que vous vendez à Lille, forcément le consommateur sait que vous ne fabriquera pas sur l'île. On fait de très bonnes choses à Lille, mais dans les produits provençaux, on n'est pas très très bon. On fait d'autres choses. Voilà. Non, c'est très important. C'est pour ça que c'est très important que vous compreniez qui est votre consommateur. Et une fois que vous avez compris qui est votre consommateur, vous savez comment lui parler. Et sur vos produits, parce qu'il y a des produits, pour lui, de la banane, et forcément elle viendra d'étranger parce que pour lui c'est pas possible qu'elle soit cultivée en France. Par contre, de la tomate, de la carotte ou des choses comme ça, lui il la veut en local. Si c'est pas local, il la veut en français. Mais c'est important que vous vous positionnez et vous pouvez être ultra local sur les magasins autour de chez vous et vous pouvez être en local sur les magasins à 150 ou 200 km de chez vous. Ça, le consommateur va l'accepter. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Sur les produits non alimentaires, type oui. Cosmétiques ou compléments alimentaires, on sait qu'on a beaucoup d'ingrédients qui ne viennent pas de nos latitudes. Oui. Comment se comporte le consommateur vis-à-vis de ces ingrédients qui sont quand même souvent des ingrédients très intéressants dans les formulations, mais néanmoins qu'on ne pourra jamais avoir en local, France, même Europe? Si on parle du coton bio, si on parle de l'eucalyptus, qui sont effectivement des produits qui ne sont pas cultivés ou qui ne sont pas dans nos forêts ou des choses comme ça, le consommateur l'accepte complètement parce qu'on lui dit qu'il faut faire de l'eucalyptus parce que c'est beaucoup plus doux. Donc il faut lui expliquer le pourquoi. Je reviens encore à ce que je disais tout à l'heure, c'est expliquer le pourquoi. Le pourquoi de ce choix-là et pourquoi cet ingrédient n'est pas de la destination du local ou choses comme ça, parce qu'il en a, il a besoin pour terminer, si on veut faire un coton démaquillant ou choses comme ça, l'eucalyptus, forcément, ça va être pour un produit beaucoup plus doux. Un coton bio va être beaucoup plus absorbant. Donc il faut lui expliquer le pourquoi. Et le consommateur, il va l'accepter. Si en plus on lui dit que c'est une fabrication française, là il va complètement valider. Mais vous avez tous dans vos entreprises des équipes, des filières d'approvisionnement, des choses comme ça, parce qu'on est sur un salon où on a la chance de travailler la qualité plutôt que le prix. Et vous avez tous des valeurs à exprimer aux consommateurs encore plus. Et vous avez encore beaucoup de choses à pouvoir raconter aux consommateurs. Si vous n'avez pas de place sur vos étiquettes, parlez-en sur vos sites internet, parlez-en sur vos flyers que vous déposez en rayon. On a la chance, on est le seul réseau à avoir sur nos caisses enregistreuses toujours un petit tas de bordel de documentation. N'hésitez pas à mettre un petit flyer dessus pour expliquer votre marque. Oui, il l'aura en post-achat, mais pour son réachat et pour sa culture, il l'aura chez lui. Donc l'information, elle arrivera jusqu'à lui. Et là, vous avez des valeurs ajoutées à pouvoir vraiment mettre en avant. C'est tout bon pour vous? Eh bien écoutez, je vous remercie. Bon salon pour ce premier jour.